Studio, ben, c'est un code open source en Python. Je pense que c'est du... Je pense que c'est Django derrière. Django qui est utilisé. Et en gros, ben, c'est un peu le même principe que Pixelmon dans la manière dont c'est fait. On lance par ligne de commande, ça nous crée une interface web en local. On va pouvoir aller à nos données. Mais ce qui est bien avec Label Studio, c'est qu'on peut faire des fichiers HTML, créer des templates qui vont nous permettre de créer notre propre interface d'annotation. Ici, si vous voulez le faire en parallèle avec moi, vous pouvez vous pouvez juste taper Label Studio Playground et vous allez tomber ici sur cette page. Et ça va vous permettre d'utiliser ici tous les templates qui sont déjà implémentés. Comme ça vous montre un peu ce qui est possible de faire. Donc, on peut traiter du son, de l'imagerie, du texte, des séries temporelles, etc. Ici, bon, on va plus s'intéresser du coup à l'imagerie. On va par exemple cliquer sur le premier ici pour de la classification d'images. Donc ça, c'est votre template que vous pouvez modifier. Et ici, ce qui s'affichera quand vous allez utiliser donc l'application. Et donc ici, en classification d'image, qu'est-ce qu'on veut? Si on a l'image, on veut lui associer un label. Donc tout simplement, on clique, hop, et puis on enregistre la prédiction. Enfin, la notation, pardon. Et imaginons, ce qui est tout simple, si vous voulez modifier, rajouter un... je sais pas moi... Hop, vous pouvez faire ça. Et voilà, vous voyez que ça vous rajoutera une classe supplémentaire. Donc c'est assez simple d'utilisation. Ce qui nous intéresse ici, je vais plus vous présenter donc la création de Bounding Box. Donc là, idem, là vous avez un template de base que vous pouvez compléter si vous voulez. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut ajouter, et ça je vous montrerai après l'interface que moi j'ai créée, on peut ajouter des raccourcis clavier qui permettent de noter de manière plus rapide, notamment pour sélectionner les labels. Là, par défaut, c'est des chiffres qui ne fonctionnent pas, mais on peut rajouter par exemple une lettre du clavier comme la première lettre du mot. On peut aussi décider de laisser activer ou non le label, ce qui permet d'aller plus vite aussi quand vous avez beaucoup d'objets, au lieu d'aller recliquer à chaque fois dessus. Et par exemple ici, on va cliquer, hop, et vous pouvez tracer vos boîtes assez facilement. Hop. Et là, vous voyez ici les régions qu'ils ont créées. Et je vais vous montrer après, mais en exportation, soit vous pouvez exporter ça en .json ou alors en CSV. Il y a d'autres choses comme faire de la segmentation ici avec des pinceaux. C'est assez bien aussi. Donc vous savez régler ici, par exemple, la largeur du pinceau. On va cliquer ici, par exemple. Oui. Ouais, ça je vais pas montrer, je vais juste montrer. Ah non, je ne saurais pas montrer ici ce que je suis en Windows. Mais... il y a une petite procédure à faire pour importer les images. Tu dois d'abord lancer l'application, ensuite tu dois définir avec l'un des codes. Quand tu télécharges Label Studio, il y a un des codes où tu spécifies un chemin d'accès et lui il va te créer un fichier avec. C'est un fichier TXT qui va te permettre de pouvoir relier les images en local sur ton PC à la page web. Du coup, ce code-là doit tourner en continu quand tu vas analyser. Ça, je pourrais peut-être mais ça, je vais devoir me remettre en Linux pour vous montrer. Mais c'est assez facile. En gros, en fait, pour démarrer, tu lances en fait deux codes en parallèle. Un code qui va te permettre d'afficher la page et un code qui va te permettre de lier tes images en local à tes pages web. Elle est en local aussi et ça te permet de pouvoir les ouvrir sur la page web. Ouais. Tu arrives à dessiner des rectangles? Je vais me remettre dessus. Tu cliques juste, donc on est ici en Object Detection. Il ne faut pas oublier de cliquer sur le label d'abord et il s'affiche en couleur. Tu vois. Et puis après, tu cliques une première fois, tu restes appuyé et tu bouges avec ta souris pour annoter. Tu as bien cliqué sur ton label en dessous avant? Oui.
Tu vois, il s'affiche en couleur. Comme ici, j'ai cliqué dessus. Ça marche pas? Si, ça marche. Ah oui, c'est parce que vous êtes en notification d'image. Vous devez cliquer ici donc sur Debug Object Detection. Ah, c'est d'accord. Ouais, désolé. Et là, normalement, ça fonctionne. Ouais, j'ai passé du classification d'image. Classification. C'est ça, ouais. Et imaginons, si vous aimeriez de faire de la classification d'image, d'annotation par boîte et même par point, ce qui est bien avec Label Studio, c'est que vous pouvez faire un template qui fait les trois en même temps. Ici, il n'y a pas d'exemple parce que c'est des trucs. Ici, c'est plus des trucs basiques qui présentent dans Playground, mais c'est ça la force de l'outil, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. On sait aussi régler la taille d'image affichée à l'écran. On sait rajouter des questions supplémentaires. Par exemple, moi, quand j'annote avec des troupeaux, pour moi, plus simplement, après filtrer mes données après qu'elles étaient annotées, je renseigne une question, est-ce que l'image contient des troupeaux denses ou... Et là, l'annotateur répond oui ou non. Ça me permet après de pouvoir trier. Imaginons, ça m'intéresse plus de développer sur les troupeaux, de pouvoir sélectionner uniquement les images qui contiennent les troupeaux. Est-ce qu'il y a une façon de zoomer l'image pour agir mieux? Ouais. Ici, je ne pense pas que c'est par défaut. Mais je vais vous montrer après avec mon template à moi qui a moyen de faire ça, oui. Est-ce qu'avec l'avancée, on sait... Non. Je montrerai ça après. Ici, je finis juste, je veux juste vous montrer un peu pour faire de la segmentation et annoter par points, si ça vous intéresse. Donc ici, pour faire de la segmentation, on peut utiliser des pinceaux ou des polygones. Ici, vous savez régler donc, la taille de votre pinceau. Donc ouais, ici, pour avoir cette interface-là, n'oubliez pas de cliquer ici sur le troisième. Brush Segmentation. Vous cliquez ici sur le pinceau et puis ben, vous réglez un peu la taille. Vous cliquez sur votre label. Et après, voilà, tout simplement. Donc, bien sûr, vous restez appuyé sur votre souris. Et voilà, ça vous crée votre segment. Imaginons, on veut un truc un peu plus fin. Ah ouais, ce qui est possible aussi de faire, c'est vous pouvez après cliquer sur vos prédictions et changer, par exemple, l'identification si vous êtes trompé. Ça, c'est assez bien aussi. Voilà. Par exemple, ici, ça, je ne comprends pas pourquoi je ne sais pas. Enfin, bref. Vous voulez un truc un peu plus fin, on peut régler la taille du pinceau, c'est assez bien aussi. L'autre manière de faire, c'est utiliser des polygones. Ouais. Est-ce que, par rapport à ça, j'ai remarqué que quand tu prends le pinceau, tu finis un segment, c'est comme c'est continuel, tu ne peux pas aller dans si tu fais par exemple la partie horizontale de l'avion et tu laisses la souris et tu reviens, ça ne te donne plus la même pour faire. Tu voudrais dire qu'on fait par exemple uniquement le contour et que ça se remplit, c'est ça que tu veux dire ou... J'ai l'impression qu'il faut parcourir toute l'image sans lâcher la souris. Parce que quand j'ai ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai dit au début, tu dois garder la souris appuyée avec un pad. Faut même pas. Si tu veux des crampes à tes doigts. Bon. Mais le pinceau pour des objets un peu plus compliqués, c'est. Même un stylet. Ouais, ou stylet, ouais, c'est vrai. Mais sinon, ben, l'autre solution, c'est d'utiliser des polygones, donc ce que j'allais montrer ici. Et où là, en fait, vous cliquez et puis ben, vous marquez juste des points. Où là, il ne faut pas rester appuyé, mais marquez des points en fait autour de votre objet. Je fais un truc très rapide, mais. C'est plus pratique. Ouais, ça dépend un peu des. C'est ça. Et hop, et en fait, tu recliques sur ton point de départ, et voilà, ça te fait ton polygone. En fait, ça fait des masques plus. Ouais.
Ça dépend en fait si la précision vraiment de la segmentation est très importante pour votre cas d'application ou non. C'est vrai qu'imaginons, ben, comme Samuel le dit, on aurait un stylet, c'est peut-être beaucoup plus rapide de faire ça. À la souris, peut-être c'est plus rapide de faire ça. Peut-être moins d'erreurs, parce que c'est vrai qu'on reste appuyé avec la souris, imaginons on la lâche sans faire exprès, il faut tout recommencer, c'est plus compliqué. Là, tu peux modifier tes points aussi. Je pense que oui. Voilà, on reclique dessus et hop, tu peux les remodifier assez facilement, donc ça c'est bien. Notamment pour, imaginons, du travail collaboratif où une personne irait vérifier, c'est ça qui est bien aussi avec. Ça, je vais vous montrer aussi après, mais il y a moyen sur la même page, travailler à plusieurs. On se crée des pages d'annotation différentes pour chacune des personnes et pour avoir plusieurs annotations et après, imaginons, prendre une décision, laquelle est la meilleure, etc. Ce qui est bien aussi, c'est, bah, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez sélectionner l'objet que vous avez déjà annoté et tout simplement en cliquant sur l'autre classe, le changer de classe. Bah, la dernière chose que je voulais un peu vous montrer, c'est donc la notation par point. Et là, bah, c'est très simple. Bah, vous cliquez et vous pointez d'un point à votre objet, quoi. Hop. Et à nouveau, bah, vous pouvez cliquer sur votre objet et aller le changer de place si vous le souhaitez. Il y a des fonctions plus avancées où on sait créer des, imaginons avec les points, on les voit, créer des groupes et les associer, je pense, à un, je ne sais plus comment ils appellent ça. Je regarde, mais montrer qu'il y a une dépendance des points. Imaginons il y a un troupeau, je pourrais rajouter un super label troupeau et dire que tous ces points-là dans cette région-là de l'image sont un troupeau. Mais par exemple, pour ton cas qu'on expliquait hier, Gafaro, ce serait bien. Tu pourrais par exemple segmenter tous tes bâtiments et puis faire une plus grosse segmentation et dire bah, ça c'est une école par exemple. Euh, ça c'est assez bien. Parce qu'en fait, imaginons si tu veux segmenter plusieurs bâtiments. Après, ça pourrait poser problème que tu aies déjà segmenté parce qu'avec ta souris, tu irais cliquer sur des objets déjà segmentés. Ce que tu peux faire, c'est tu vas les mettre transparents. Ça te permettrait par exemple de mettre un deuxième point pile au même endroit. Bon, il n'y a pas d'exemple à ce que je viens de dire, mais dans ton cas, avec les bâtiments, pour être sûr de ne pas cliquer à les modifier tes notations, tu sais les mettre transparents, annoter et puis les faire apparaître. C'est assez bien. Ça, c'est open source. Ouais, ça c'est open source. Ils ont sorti une version payante pour entreprise ou. Ouais, c'est récent, je pense qu'il n'y a même pas un an. Mais avec la version gratuite, on sait quasi tout faire. En fait, c'est quand vraiment on veut faire des gros, projets de collaboration, etc. Quand tu utilises ça, Ouais, c'est ça. Moi, j'utilise ça Jean Blue. Il y a des étudiants qui nous aident. Donc, on a lancé un serveur sur lequel tourne Label Studio. Et ils ont accès depuis chez eux à la page. Et ils peuvent annoter à plusieurs sur différentes images. Une question. Oui. Si je fais ma segmentation ici, supposons que j'ai une image, je fais ma segmentation ici, est-ce que je peux l'exporter ailleurs? Oui, oui, oui. Comme je disais au début, tu peux exporter soit en JSON. Donc, il y a un format spécifique de Label Studio, mais dans leur documentation, ils l'expliquent bien. Mais en fait, c'est des dictionnaires qui est très facile de transformer en un autre type d'annotation. Moi, ce que je fais par exemple, c'est je les transforme, je transforme le type d'annotation de Label Studio en CSV. Par exemple, en fait, Label Studio, je pense que leurs coordonnées sont entre 0 et 1, où 1 est l'extrémité de l'image en X et en Y, et 0 est le départ. Donc, si on veut des valeurs en pixels, il faut juste multiplier par la largeur et la hauteur de l'image. Mais oui, je vais montrer ça après, mais on s'exporter assez facilement. Oui. Et on sait même exporter les images. Si on veut, on peut lui demander de créer un nouvel ID pour chacune des images. Il va aller renommer les images et modifier ça automatiquement dans les annotations qui ont été créées. Ok, merci. Ouais, de rien. Ouais, voilà. Et puis après, ben, comme je vous dis, c'est assez facile de créer sa propre interface. Il y a moyen de mixer
ici différentes tâches. Imaginons on aurait, en plus de l'image, de l'audio, on pourrait annoter les deux en même temps sur la même interface, donc c'est vraiment bien. Je pense ici on a un exemple. Voilà, par exemple ici, on serait créé, par exemple ici, une section où on veut labelliser l'image avec des bounding box. Imaginons on aurait une musique associée, on pourrait associer un label et du texte. C'est multimodal. C'est assez bien, ouais. C'est vraiment bien. Voilà, donc ici, je vais juste vous montrer quelques exemples d'annotation. Normalement, vous n'y aurez pas accès. Euh, Je ne sais plus c'est quoi le lien. Ah ouais, je sais ce que je vais faire. C'est la page web qu'on a créée, donc n'allez pas dessus, mais je dois signer un code. Donc là, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai créé un dossier séparé pour les étudiants qui m'aident à annoter mes données. On va par exemple cliquer sur celui-ci. Donc ça, par exemple, si vous téléchargez le code, vous suivez la documentation pour bien l'installer et lancer votre page, c'est ce qui va apparaître. C'est juste que vous n'aurez pas le nom du serveur, mais localhost. Et c'est vraiment une page web comme ça. Ici, ça met un peu de temps parce que il y a 15 000 images sur le truc. Et, vous pouvez créer des projets donc, avec vos propres templates. Je vais vous le montrer après. Mais avant ça, je vais vous montrer le visuel de l'interface. Donc c'est assez bien fait. Vous pouvez appliquer des filtres. Par exemple, un filtre utile, c'est je veux qu'on m'affiche uniquement les images que je n'ai pas encore annotées. Ça, c'est assez facile de faire. Ici, vous pouvez créer tout un tas de filtres pour ça, par exemple, ou par exemple dire j'aimerais bien afficher les images que un tel ou un tel n'a pas encore annoté. Voilà, ça c'est l'interface que là moi j'ai fait pour les étudiants, donc je leur demande pas d'identifier parce que je vous ai dit ça nécessite une expertise, mais d'uniquement pointer les animaux. Là on est sur des images que j'ai prises au chat. Et vous voyez, là c'est assez simple. Et là les outils que je pense que j'avais une question tout à l'heure là-dessus, mais ici il y a différents outils. Zoom plus et zoom moins. On peut jouer avec quand on a une souris, c'est plus facile. Mais du coup, bien sûr, il y a possibilité de zoomer et de voyager dans l'image. Là, vous voyez que animal, j'ai mis le raccourci M. Si vous cliquez sur M, ça le sélectionne automatiquement. Vous pouvez tracer vos points. Et après, il y a aussi cet outil ici qui permet de sélectionner tous vos points, par exemple. Je pense qu'il y a moyen de les bouger. On sait aussi bouger des lots d'annotation, ça c'est bien. Là, une petite question, là, c'est quoi sur ces images? Là, c'est donc là, il n'y a pas d'animaux sur celle-ci, mais c'est des images prises par GoPro Ok. au Tchad. Et là, en fait, c'est des images taille réelle que j'ai aussi divisées en patch. Les dunes, dans les dunes de sable. Ouais, c'est ça. Donc le Nedi, c'est sous le Sahara. Ok. Donc désertique, ouais. C'est un écosystème désertique. Normalement, on sait le supprimer, voilà.
Et là, par exemple, ben, moi j'ai rajouté une question, s'ils n'ont pas trouvé d'animaux, est-ce qu'ils doivent skipper l'image ou non? Et à nouveau, il y a un raccourci clavier pardon, que j'ai rajouté, contre l'espace, qui permet d'aller plus vite aussi, et ça évite de devoir cliquer. Voilà. Du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface. Quand vous allez ouvrir enfin, votre projet est ici sur l'interface de notation, mais il y a aussi cette possibilité-là de le faire plus sans devoir coder en HTML. C'est ça qui est bien aussi. Vous pouvez rajouter facilement vos labels. Par exemple, ici, on voudrait rajouter buffle. Hop, vous cliquez sur Add et il vous rajoute même une couleur différente. Il prend en compte ça. Si vous voulez rajouter des choix, c'est possible aussi. Là, vous voyez que l'interface ici à droite se met à jour automatiquement. Et ici, si vous voulez tester un peu votre interface, ben, vous pouvez le faire aussi, ça qui est bien. Un peu comme dans Playground. Et le code, ben voilà, ça c'est en HTML. Ben là, moi, j'ai un peu joué sur la taille de l'image, etc. Voilà. Ça, donc, je ne vais pas enregistrer. OK. Je réfléchis. Oui, ce qui est possible aussi de faire avec la Belle Studio, c'est ça je ne l'ai pas encore testé, mais de relier comme ça en local à votre code, qui permettrait de prédire sur vos patchs, et puis vous, dans la Belle Studio, d'aller modifier et de vérifier les prédictions. Donc vous vous souvenez, hier, j'ai parlé genre un développement de modèles semi-automatiques où il y aurait une phase de vérification humaine. Mais, par exemple, on pourrait utiliser la Belle Studio pour faire ça. Et donc, après prédiction, en fait, c'est cette colonne-ci qui serait utilisée. Donc, il y a une colonne pour dire est-ce que l'image a été annotée, est-ce qu'elle a été skippée ou est-ce que le modèle a prédit dessus. Et ici, ça vous renseigne les noms des personnes qui ont fait les annotations. Voilà, donc ça, je n'ai pas encore utilisé que de faire des prédictions avec un modèle, mais je compte le faire. Et je pense qu'ils ont des classes toutes faites en Python, où c'est assez facilement reliable avec PyTorch. Ça, c'est ce qu'on va faire aussi dans la suite, mais voilà, c'est l'un aussi des points forts de ça, c'est qu'on peut vérifier les prédictions assez facilement. Dernière chose, si imaginons on va annoter à plusieurs, parce que je vous parlais de votre propre page d'annotation, c'est ici. En fait, il y a un petit plus qui nous permet de créer une page, et qui, par exemple, ici, je vais mettre des points un peu n'importe où. En créant une nouvelle page, vous voyez que ces points n'apparaissent pas, on ne voit pas les annotations des autres, sans modifier les annotations des autres aussi. C'est ça. Par contre, le souci avec la version gratuite, c'est que si vous cliquez ici, vous pouvez aussi aller modifier celle des autres. La version payante gère toutes ces choses-là, et je pense qu'il y a sûrement plus de sécurité là-dessus. Mais moi, voilà, je trouve que ça fait le boulot. La version gratuite est suffisante pour, en tout cas, moi, ce que je veux faire. Et je l'ai déjà testé, j'avais présenté ça à l'un des cours à une vingtaine d'étudiants, et on travaillait une vingtaine dessus, et il n'y avait pas de souci de latence ni rien. Donc, c'était plutôt bien. Oui, voilà. Et je pense. Ouais. De toute façon, j'ai fait le tour, donc. Et ouais, la documentation est assez bien faite, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Voilà. Je pense que c'était notre bout qui semble. Ok, on va faire le. On va passer au dernier notebook. Donc vous allez ouvrir celui-ci. Et même
Donc là, encore une fois, vous allez avoir ce bouton-là ici. Commencez par créer une copie, votre propre copie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la librairie MM-Detection que j'avais présentée hier. Essayer de retourner. Juste pour vous rappeler ce que j'avais expliqué rapidement. Ouais, donc, une grosse librairie qui rassemble, je pense que c'est plus de 200 modèles. D'ailleurs, vous pouvez aller sur GitHub directement. Vous allez sur GitHub, vous tapez MM-Detection. C'est dans GitHub. Vous allez tomber sur le répertoire. Ça, c'est le repo principal. Il y a énormément de code dans cette repo. C'est assez récent. L'idée, c'est de rassembler les méthodes en détection d'objets, essentiellement. Donc, il y en a énormément. Ça rassemble vraiment les derniers publications de 2021 ici, qui apparaissent. Donc, dans les différentes tâches, donc détection d'objets, segmentation d'instances, panoptique, ça mélange les deux en fait. Il y a même des méthodes supervisées qui sont disponibles. Et ouais, vous voyez, c'est une grosse liste. Donc c'est vraiment l'avantage principal de cette librairie. En plus, avec des composants qui sont fiables, donc il y a différents backbones. Vous pouvez changer les backbones, différents FPN, ce qu'on appelle les NEC, différentes classes. Donc c'est vraiment beaucoup de code. Il y a une documentation. Si vous allez ici, il y a une bonne documentation. C'est pas super complet non plus. Les paramètres sont pas tous documentés. C'est le reproche numéro 1 que je ferai là, c'est que le code est complexe. Les paramètres il faut chercher un petit peu dans le code pour comprendre les paramètres. Donc c'est un peu, il pourrait faire un effort, je pense, là-dessus. Donc l'idée, c'est un peu la même philosophie que ce qu'on a vu avec Hydra. En fait, ça utilise des fichiers de configuration. Donc, comme je disais, là, tout est modulaire. Chaque fichier de configuration va spécifier un petit peu chacune des composantes. Donc, c'est des fichiers soit format Python direct, soit YAML. J'avais expliqué hier, on peut hériter de fichiers de configuration existants, puis on a juste à les modifier. Maintenant, si on veut changer la profondeur, on modifie un paramètre. Donc, c'est la philosophie. C'est un paradigme un petit peu différent. Ça vise à simplifier le codage, mais l'aspect négatif, c'est que le fichier de configuration, lui, il devient compliqué. Donc, il y en a qui aiment ça, d'autres qui n'aiment pas. Les gens qui aiment contrôler le code finement, ils préfèrent coder directement en Python. D'autres qui veulent utiliser, comparer des méthodes rapidement. Ça leur donne à disposition beaucoup de méthodes avec des fichiers de configuration. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans ce notebook-là, on va essayer de répliquer un projet. En fait, c'est la suite du projet de maîtrise d'Alexandre qu'on a récupéré, qui a fait l'objet d'une publication. Et on en a fait des notebooks pour Colab. Donc, c'est encore un petit peu expérimental, parce que le code que tu l'as fait sur Colab, hein, je pense qu'on a ta maîtrise. Ouais. Donc, on a essayé de rendre ça un peu plus pédagogique, en fait, mais il y a encore du travail. Donc là, la première étape, ça va être de se connecter, comme d'habitude. Vous allez vérifier que vous avez bien un GPU. C'est la première cellule.
Donc là, ça me dit que j'ai un 15 gigs. Essayez au moins d'avoir un 12 gigs, sinon ça va être compliqué. Donc la première étape, ça va être d'installer les librairies en fait. C'est des petits utilitaires. Pour installer la documentation, ça prend à peu près 30 secondes. Alors, la cellule qui suit, c'est là où ça... Il y a un petit peu de... Là, j'ai caché le code parce que c'est assez laid, mais... Si vous cliquez sur afficher le code, là, ça installe MM Detection. Donc, MM Detection, c'est une grosse librairie, comme je le mentionnais. C'est assez compliqué à installer. Si vous l'installez directement, ça peut prendre une demi-heure à compiler. C'est assez pénible. En fait, on va utiliser les wheels, qui sont des librairies précompilées. Ça prend 30 secondes au lieu de prendre une demi-heure. Donc, c'est intéressant. Donc, si vous cliquez dessus, ça devrait fonctionner. Ça devrait prendre à peu près 30 secondes. On va aller chercher directement le code sur GitHub, puis on va le compiler. C'est un petit peu long, mais c'est mieux qu'une demi-heure, en tout cas. 34 secondes. Ça va, c'est correct pour tout le monde. Donc là, ce qu'on va faire, alors c'est quand même beaucoup d'entraînement. Moi, je l'ai lancé hier soir, c'était pas terminé ce matin. Donc, on parle de 8 heures, 9 heures de calcul. Mais c'est ça, la détection d'objets, c'est de la grosse donnée, des grosses images, des gros modèles. Ce qu'on va faire, c'est seulement, je vais vous montrer comment configurer cette partie-là, en fait. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qu'a montré Alexandre, mais avec la librairie Detection. Et c'est beaucoup avec des fichiers de configuration. Donc, on va importer nos librairies, la première étape. Alors là, c'est là où je me croise les doigts parce qu'il faut aller chercher les données. Ça a l'air que Google est de mauvaise humeur ce matin. Donc là, on va aller chercher en fait l'équivalent de ce qu'a montré Alexandre, c'est-à-dire que ce sont des sous-images de 500 par 500 qu'on a déjà pré-traité. Donc c'est l'étape que Alexandre a expliqué ce matin. Ça va être notre jeu d'entraînement. C'est le même genre de données que ce matin. Alors là, il y aura peut-être des surprises, mais ça a l'air de marcher. C'est à peu près 1,2 giga de données. On va décompresser localement et on va retrouver la même structure là, que précédemment. Donc normalement, vous allez avoir un répertoire subprime ici qui apparaît. Vous avez votre répertoire MM Detection qui est la librairie qu'on peut utiliser. Et dedans, c'est déjà décomposé en tests, en train, en val et tests. C'est prêt à faire. C'est déjà organisé pour l'entraînement finalement. Alors, ensuite, une petite passe-passe Python, on se crée une fonction magique. La fonction magique, c'est les pourcents qu'on utilise dans les cellules. On peut s'en faire des customs, donc celle-ci nous permet d'écrire des fichiers, mais en tenant compte des variables qui sont définies dans l'environnement. Ça prend 3 lignes, mais c'est pratique. Ça ne vient pas par défaut dans les notebooks, ce qui est un peu curieux d'ailleurs. Là. Alors là, il faut définir nos classes. La première étape, c'est de définir nos classes. Donc c'est la même classe que les notebooks précédents. Donc on a 6 classes ici.
Là, ce qu'on va faire en premier, donc dans MM Detection, on peut faire des classes custom. Ce qui demande, c'est de créer un nouveau dataset. Donc, on va créer mydataset.py dans le répertoire dataset de MM Detection. Et ça va nous permettre de spécifier nos classes pour que MM Detection soit capable de reconnaître vraiment les classes dans les fichiers Coco. Là, il y a un petit décorateur ici. C'est enregistré en fait ce nouveau module pour que MM Detection puisse le reconnaître complet. Donc ça, c'est vraiment la procédure, je dirais, classique pour utiliser MM Detection. Donc tout fonctionne par fichier de configuration. En premier, oui. Une fois qu'on a créé le nouveau module, il faut le déclarer dans le fichier init de façon à ce qu'on puisse le charger comme librairie Python normale. Bon, ça, c'est un petit peu Python préliminaire. Et ce qu'on a fait dans ce fichier, on a simplement ajouté mydataset dans la liste ici. Changer le nom si vous voulez. Et ça permet d'accéder à la classe au chargement. Alors, étape 4, on va se loguer sur OneDB. Il faut, comme tout à l'heure, aller chercher votre clé. Vous avez la copie. Je vais le faire ici. Ah oui, là, je suis dans ton... Ok, c'est correct. Tu peux te déconnecter. Non, c'est bon, je vais l'utiliser. Là, vous copiez votre clé. C'est une manière alternative par rapport au login. La commande de login, en fait, ça permet d'avoir la clé dans l'environnement Python, donc capable de dialoguer avec l'API sans problème. Voilà. Et là, on va juste confirmer qu'effectivement, je suis bien logué. Ça devrait me donner mon objet, qui est Alexandre. Bon, ensuite, il y a deux variables importantes dans le nombre d'époques. C'est la longueur de l'entraînement. Là, je l'ai fixé à 10. Ça prend à peu près 3 heures avec ça. Le batch size, ça va dépendre de votre taille de carte graphique. Donc 8, ça monte à peu près à 12 GB. Ça, ce sera à modifier si vous avez plus de mémoire ou moins de mémoire. Mais c'est le paramètre vraiment important. Donc, ensuite, on va écrire le fichier de configuration. Donc, c'est là où ça se corse un petit peu. Donc, Simon a fait un stage au CRIM. On lui avait demandé de faire, c'est de recenser tous les paramètres de MM Detection dans un seul fichier. C'était assez pénible, il y en a beaucoup. Donc là, on voit qu'on part en fait fichier de base Libra. C'est le fichier de configuration par défaut. On va utiliser Libra, Faster CNN 101 FPM sur Coco. Donc, il y a un répertoire de configuration, vous pouvez aller voir, il y en a énormément de fichiers dans ce répertoire-là. Ici, config. Donc, vous avez base. Dans base, c'est vraiment les modèles standards. Vous retrouvez aussi les schedulers, c'est-à-dire la façon d'entraîner, le default runtime. Ça spécifie en fait la façon de fonctionner pour la boucle d'entraînement. Donc, si je regarde, donc c'est sous la forme de dictionnaire. Les paramètres, c'est la clé valeur. Et ça spécifie vraiment dans les classes tous les paramètres par défaut. Si je regarde dans modèle, je vais retrouver donc le faster. Là, on va partir du faster CNN, admettons. Et là, vous avez toutes les composants que j'ai expliquées avant, c'est le backbone,
construction du modèle, le backbone, la classe de réseau, LPM. Ça, c'est les valeurs par défaut. C'est modifiable en partant de ce dictionnaire-là et en modifiant certaines portions. Donc, vous héritez d'un dictionnaire de base et ensuite, vous pouvez changer certaines des valeurs. Enfin, c'est ça la philosophie. Donc, le nombre de paramètres, alors c'est ça le paradoxe, on ne veut pas coder, on ne veut pas se mettre les mains dans PyTorch. Tout est configurable, mais c'est des dizaines et des dizaines de paramètres pour avoir le contrôle sur l'architecture. En fait. Donc là, la première étape, donc, on part du fichier de base, c'est la configuration de base. On va changer la tête de réseau parce qu'on n'a pas le même nombre de classes que dans Coco. Par défaut, je pense que c'est 10. Ouais, donc on va le mettre à 6, nos 6 classes d'intérêt. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie la portion dictionnaire, spécifie le nombre de classes. Et il faut avoir spécifié le path, la tête de réseau, la tête de box, qui est pareil ici, la boîte. C'est là où on spécifie le nombre. Donc c'est là où il faut chercher dans le fichier de configuration. Côté un peu pénible, il faut savoir c'est quoi le chemin exact. En fait. Sinon, ça ne va pas mettre le paramètre au bon endroit. Ensuite, on définit au jeu de données. Donc, on a nos classes qu'on vient de définir MyDataSet. On pointe sur là où se trouve la donnée, finalement, le répertoire racine. On a défini nos tailles de patch. On va définir nos transformations. Donc, ça utilise aussi Implementations, comme Alexandre a montré. Ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir des classes Python, des objets Python, on définit les inputs de ces objets-là. Donc, on va utiliser un vertical flip avec une probabilité de 0,5 avec 50%. Vertical flip, station aléatoire de points intégrés. Bon, là, c'est purement pour un exemple. Et tout ce qui se faisait finalement avec des objets Python, en fait, on spécifie simplement les paramètres de ces objets-là. Là, on a 5 étapes dans la version de données. On a même un blur au final. Mais tout ça est configurable en changeant ces paramètres. Vous pouvez aussi ajouter des transformations en régulation et en test. Ça, c'est aussi possible. Par défaut, il normalise. Ouais, il normalise tout entre 0 et 1, ouais, par défaut. Là, on reprend un petit peu la même chose. Là est encore en exploration. Je pense qu'il y a peut-être des paramètres à rentrer là-dedans. Ouais. Normalement, ce qu'on lui demande, c'est qu'on a un opérateur de changement des images. On spécifie un petit peu c'est quoi comme genre de... Et puis, il faut charger les annotations en parallèle. Donc, on va aller chercher finalement le fichier Coco, puis on peut le spécifier ici. Et tout ça, c'est des paramètres qui viennent par défaut. Là, ici, on les a documentés. Mais bon, il y a une bounding box, il y a un label, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de segmentation. Et ça vous montre un petit peu le degré de contrôle. En fait, ce qu'on voulait faire ici, c'est documenter les paramètres. Il y a aussi un fichier de validation. On charge les fichiers. Et c'est là où vous spécifiez le batch size, le nombre de samples per GPU et la taille de batch. Le nombre de workers, si vous voulez faire des multi-CPU, ici c'est limité à 2 parce qu'on a 2 cœurs sur la collab. Et là, vous spécifiez sous le fichier JSON de Coco. Et puis le type de. Donc c'est un MyDataSet, le type de. Chose.
envoie dans le répertoire validation, chercher le fichier JSON. Même chose en test. L'évaluation, là j'ai enlevé, en fait l'évaluation, ça prend beaucoup de temps. En fait, c'est là où il calcule toutes les métriques, les 14 métriques COCO que j'ai expliquées hier, ça prend pas mal de temps. Moi, je le fais toutes les 10 époques. Et les métriques, c'est les métriques avec IOU et average precision sur des courbes recall, précision recall. L'optimiseur, quel genre d'optimiseur vous voulez? Donc là, je prends un LGD, General Only Right, les valeurs de demande de régularisation. Modifier. Bon, le reste, ouais, scheduler. Bon, scheduler, on n'en a pas parlé trop, mais c'est la façon dont je vais faire évoluer mon learning rate en fonction des itérations. Donc ici, ça va être par step. Et je vais changer le step les itérations et ça va durer 20 itérations. Je descends dans certains facteurs. Donc ça permet de geler un petit peu l'apprentissage au fur et à mesure que j'avance. C'est un petit peu ça l'idée. Mais là, les schedulers, il y en a plein de différents. On peut changer. C'est vraiment très variable. Donc, qu'est-ce qu'il y a de notable? Ouais, le log config. Ici, c'est comment vous loguez votre information. Donc, le défaut, c'est text logger hook. Donc, ça, c'est le principe des hooks. Par défaut, ça va simplement loguer l'information dans la console. Là, on a ajouté un logger avec un base ici. Il y a déjà un objet dans la detection. On peut lui spécifier le nom du projet avec le nom, même le nom du run et configuré. Et on peut ajouter de l'information contextuelle, par exemple. C'est pas mon argument. C'est quoi l'architecture? Ça peut être modifié. Donc, il faut exécuter cette cellule et ça vous donne un gros fichier Python. Que l'on va écrire en fait ici. Donc, on va utiliser la petite commande magique là que j'ai construite précédemment. Il va écrire un fichier Python qui est mon fichier de configuration, donc qui rassemble l'ensemble des paramètres. Puis avec le write tempo qu'on a défini, on est capable de récupérer le dictionnaire pour le texte créer la configuration complète. Donc la detection, c'est ça, je dirais la courbe d'apprentissage. Il faut comprendre les paramètres, il faut comprendre les fichiers de configuration. Bon. Pas super bien documenté là-dessus. Je pense qu'il pourrait faire un effort pour aller un petit peu dans le code pour comprendre. Donc là, si on va aller voir ce fichier-là, ça rassemble en fait toute l'information que je viens d'expliquer dans un seul. Donc on parle des fichiers de base. Là, on a modifié la table de réseau, tous les paramètres que je vais construire sont là. Donc à la limite, si vous voulez faire une modification, vous avez juste à éditer le fichier-là. Un peu comme dans Hydra, qui montre la même logique. Là, c'est un dictionnaire Python, c'est possible de le faire dans d'autres formats. Et l'exécution va être lancer ce fichier de configuration. En fait. C'est la prochaine cellule, ici. Donc là, on peut regarder si le fichier de configuration est correct. Utilitaire ici pour changer le fichier de configuration, puis pour vérifier que dans la structure, j'ai bien le bon nombre de classes. Donc on retrouve le chemin du dictionnaire, un petit peu comme dans Hydra, c'est le même principe, donc c'est dans le modèle. Et on a tout le chemin, tête de réseau, etc. On a bien 6 classes. Bon, les prochaines étapes, c'est simplement, ça c'est hérité de ton code, Alexandre, là, pour organiser les fichiers de configuration. On va prendre un nom de modèle qui est Libra. Et là, c'est l'étape où on lance le calcul. Donc, on va chercher le fichier de configuration, puis on va lancer la commande.
train.py sur le fichier de configuration. On peut spécifier des variables comme le répertoire de travail. Déterministique, c'est les aspects sur les aspects stochastiques, et aussi la fameuse valeur de cible pour contrôler les aspects stochastiques. Tout ça peut se passer des paramètres à l'exécution. Donc c'est là où ça prend du temps. Je vais le lancer, mais là c'est parti pour 3-4 heures. Donc là, il vous réaffiche le fichier de configuration qui est utilisé. Et normalement, vous avez alors ça affiche pas mal d'affaires. Est-ce que je vais arriver au bout? Voilà, donc c'est là où il initialise le modèle, il va chercher les poids comme d'habitude. Et WinDB nous dit qu'il a créé une session pour suivre le modèle, donc on peut cliquer dessus comme d'habitude. Et là, on peut voir un petit peu les activités. Donc, il y a beaucoup de métriques qui sont loguées. Notamment toutes les losses là, dans les différentes portions du réseau. On a la loss sur la tête de réseau responsable de la régression sur les boîtes, et aussi les losses sur le RPM, le fameux RPM là, qui génère les candidats. La loss RPM sur la B-Box, la QLC sur l'entraînement, la loss totale sur l'entraînement. Donc voilà, vous pouvez suivre les activités du réseau. Donc c'est assez long. C'est assez long. J'ai un résultat déjà préfet. Je peux vous montrer l'expérience de. J'ai lancé cette nuit. Il y avait d'affaires. Ça, c'est l'entraînement qui a duré 38 heures. Donc le scheduler dont je parlais tout à l'heure, là on change avec les parts à l'heure de learning rate. On le retrouve ici, donc c'est l'historique de learning rate sur les itérations. On voit qu'on a changé learning rate au fur et à mesure des itérations pour geler un petit peu l'entraînement au fur et à mesure. Puis en portion train. Et là, je retrouve toutes mes courbes là, que j'expliquais tout de suite, mais on voit un parcours sur 14 000 itérations. La loss descend. Ah, donc ça, c'est sur le RPN pour les classes. Donc là, c'est la portion classification sur le RPN, la portion localisation sur le RPN, puis on voit un certain travail. La précision, une métrique d'accuracy sur l'entraînement total, puis on voit qu'on augmente notre accuracy en signe. Et vous avez la même chose en validation. Le seul reproche que je fais ici, c'est que j'aurais aimé avoir les losses en validation, et en fait, il ne les donne pas. Je n'ai pas trouvé encore le moyen de le faire. Parce que pour voir l'overfitting, c'est intéressant de comparer les losses en entraînement en validation. Là, il donne les métriques COCO, les fameuses 14 métriques COCO sont disponibles. Donc, les mean average precision, là, on voit les métriques là, qui augmentent. Les différentes métriques à différentes valeurs de IOU, si c'est 0,75, c'est 0,5. Ouais, une augmentation en validation. Mais je n'ai pas les mêmes métriques en entraînement, donc c'est un peu. Ça complexifie un petit peu la comparaison. C'est sûrement configurable, mais je n'ai pas encore trouvé le. C'est pas clair dans la doc, en fait. Donc, c'est un peu la façon d'utiliser MMDetection. Donc là, à partir de ce script-là, vous pouvez utiliser autre chose que Libra. Vous pouvez changer l'architecture, essayer autre chose.
changer les paramètres. Mais c'est du gros calcul, hein. Ça prend, là, ça a pris 7 heures là, pour se rendre. Il y aurait probablement la possibilité d'augmenter la taille de batch. Mais je n'ai pas. En fait, vous pouvez les voir aussi, cette section ici, système. Ça vous dit comment le serveur Colab a été utilisé. L'utilisation du CPU. Pas au top, on est à 60%. C'est curieux d'ailleurs. La mémoire, ce qu'il faut regarder, c'est la mémoire GPU. Donc, notre GPU est chauffe à 80 degrés, 15 degrés. Et bon, ça fluctue. En fait, la fluctuation, c'est quand on passe d'entraînement, validation. Certains. Et la mémoire, on pourrait monter. J'étais à 40% en ce moment. Ça me dit que je pourrais potentiellement doubler la taille de batch. Donc, ça fait partie des métriques à regarder. Et tout est logué. L'avantage de cet outil-là, c'est que vous avez une traçabilité de vos expériences. Ça garde même le log de ce qui a été fait là, sur la machine. Ça vous donne ce qu'on appelle des artefacts aussi. Donc vous avez même une copie du code qui était utilisé. Voilà, ça c'est le notebook qui a été utilisé, qui est sauvegardé. Enfin, la fonction train en fait. Et dans les informations, ben voilà, vous avez la durée. Ça a pris 8 heures. De CPU. Vous pouvez sauvegarder les poids des modèles aussi, éventuellement. Et certains paramètres qui ont été sauvegardés. J'avais demandé de sauvegarder les valeurs de données. Ça, c'est les valeurs la fin du run, en fait. Donc, ça vous donne un résumé. Donc, c'est quand même assez pratique pour faire un suivi des expériences, en fait. Donc, voilà, ça termine ce notebook-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un gros outil, hein, c'est vraiment un gros. C'est beaucoup utilisé dans le domaine de la recherche pour comparer les méthodes. Faire du benchmarking, comme on dit. Faire du banc d'essai. C'est ça. C'est une philosophie de programmation qui est un petit peu différente. Pas toucher au code bas niveau, mais on veut manipuler des fichiers de configuration. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde. Et dans Colab, c'est un peu difficile à installer. Ça peut être, mais là, ça fonctionne dans le mode. Donc voilà. Donc là, on peut aller au lunch. Et puis, on se retrouvera à 13h30, je pense. C'est ça qui était prévu. Ouais. Ok. Parfait. À tout à l'heure. Merci.